qu'on a. Mais aussi la panique, parfois, vous savez que la plupart de nos forces de sécurité, là, comme ils de défense, comme Marouane le disait tout à l'heure, faut pas les voir comme ça, le plus souvent bien armés avec des grenades par-ci par-là. Il y a juste une petite le moindre coup seulement, chacun va chercher. Moi, je rappelle lorsque le camp de Makambo a été attaqué, par exemple, ils sont rentrés dans les quartiers, jusque même dans les familles, pour se chercher. Alors, vous allez les voir. Tout à l'heure, je le disais, quand j'ai vu un policier derrière une autorité, j'ai dit, il va se falloir tout de suite que vous dites, chut, ça va partir. Il ne saura pas là où aller. Mais c'est comme ça se passe. Dès que ça se pose, il y a ça peut donner une force. Ça peut donner une force à ce commando-là d'avancer. On se pose la question de progresser. On se demande la question, comment un commando de 6 militaires peut progresser? Après, il y a des indiscrétions qui disent que ce dernier est venu avec sa arme. Quand vous échangez avec des autorités militaires bien formées, on vous dira que c'est facile de sécuriser Conakry. Parce que là, deux entrées, deux sorties. Deux entrées. D'abord, on vous dit que ce dernier, il a affronté, il prend, quand il vous prend, enfin, en parlant bien sûr du fils de Pivi, il faut prendre ces informations avec des pincettes, mais c'est une attaque. Ils viennent, ils se prennent comme ça, corps à corps, et puis ils les ligotent, ils prennent des armes, et puis ils foncent. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi du fait que il y a aussi du fait que souvent il y a quand même des situations comme ça qui à travers lesquelles d'autres vont en profiter, c'est-à-dire que des frustrés, des gens qui sont là et qui sont soit caporal ou sergent qui ne profitent de rien depuis que le CND est venu. Vous êtes d'accord avec moi? La frustration. Et même dans les rangs des forces spéciales de l'armée, il y a des gens qui peuvent faire le semblant de protéger ou de défendre sans pour autant que ça soit le cas. D'où d'ailleurs il faut se poser la question, justement s'interroger sur l'opposition farouche à laquelle le chef d'état-major des forces armées a fait allusion la fois dernière, le samedi, dans son communiqué. Lorsqu'il dit que ce commando je ne sais pas, s'est heurté à une résistance farouche. Si c'était le cas, je pense que c'est le mien, comme Marouane l'a dit, il n'allait pas franchir tous ces cordons de sécurité jusqu'à avoir accès à la maison centrale, exfiltrer des prisonniers et prévenir. C'est une information qu'on a apprise, qu'ils sont venus à 3 heures, ils ont fait le premier coup, ils sont partis avec les détenus et il est revenu. Il est revenu pourquoi? Ils sont revenus, il est le commando. Ils sont revenus pour quoi faire? Gros point d'interrogation. D'accord. Oui, il va clore là vite. Oui, je voulais dire, on est en train de tomber aussi à bras raccourcis sur ces gardes pénitentiaires parce que on en parlera tout à l'heure. Oui, d'accord. Parce que là, c'est quelque chose qu'il faut. Voilà. Je vous redonnerai la parole pour débattre de ce point. Allez-y. Alors, la question de savoir enlèvement, ce qu'il s'agit. Oui. Tentative de coup d'État, évasion ou exfiltration. Oui, c'est évasion. Il y a évasion. On ne parle plus de tentative d'évasion. Et mêlé à certainement à d'autres velléités. Et parce que peut-être qu'on va en parler au fil de l'émission. Ce qui s'est passé, l'engagement et les discours qu'il y a eu après, donc on laisse croire que la chose est en train de déborder de son vase. Maintenant, par rapport à cette évasion, et je vais vous dire que j'ai du mal à être convaincu que ceux qui ont été rattrapés ou que ce soit eux-mêmes qui se sont rendus. Et parce qu'on a écouté le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit par exemple que le capitaine Moussa Dadis Camara a été transporté sur la moto. Il était à moto. Donc quelqu'un qui a été enlevé, qu'on le met sur la moto et aller à plus d'une dizaine de kilomètres de là où il a été enlevé, et qu'il soit capable bien évidemment de tromper la vigilance, il n'a pas été blessé, absolument rien, et appeler son c'est très difficile. Ça c'est la version de Ousmane, mais il y a un élément de la garde pénitentiaire qui était là, celui qu'on a trouvé à la rentrée, qui disait que ils sont venus à bord d'un pick-up. Voilà. Donc Kebora a été, pour prendre les informations. Non, Kebora a été embarqué. Il n'a pas parlé de Kebora, il parle de Dadis. Oui, mais Dadis était déjà à bord du pick-up, selon les explications du garde témoin. Il est témoin oculaire. D'accord. Alors, ça c'est la version de Ousmane, il faut la mettre de côté. Les versions s'affrontent là. Donc voilà. Comme les communiqués depuis que l'acte s'est produit. Les versions s'affrontent. Oui. Voilà, je ne sais pas laquelle des versions. Ok. Il faut croire. Oui, allez-y. Je dis plutôt, moi, je crois, et comme il a dit, peut-être que c'est une scène qui a été montée et mal exécutée. Et ça peut être aussi vrai. Et parmi, quand vous voyez un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé là, des personnes qui, au fur et à mesure, qui se sont rendues, et Keboro, en premier lieu,
Et après, c'est après 2 heures ou 3 heures, pendant que ça suffoque de partout. Et donc, il y a les gens qui sont déployés de partout. Tous les moyens sont mis en place. Voilà, sont mis en place. Et, il se dit, peut-être dans un coin de la tête, vaut mieux se rendre. Et sinon, peut-être, je ne suis pas habitué à ce genre de situation. Je ne suis pas à l'abri. Je traque, voilà, je ne suis pas à l'abri. Et il a eu raison de réfléchir un peu aux conséquences et à la suite qui peut lui arriver. Et en plus, il est dans un procès, et ça paraît encore plus bizarre, il est dans un procès où il ne peut être à l'abri nulle part. Et peut-être ça lui a permis certainement de se convaincre et de ne pas aller loin. Il y a Blaise Goumou qui est aussi procureur, bureaucrate et gendarme à la base. Et il y a le capitaine Dadis qui a travaillé avec l'art, qui manipule l'argent, donc qui n'a pas été sur le terrain. Alors celui qui annonce aujourd'hui, selon les informations, qu'il ne va jamais se rendre, que c'est son corps qui... S'il doit être attrapé, mais il ne sera pas vivant, c'est ce qu'on entend dans la ville, comme toute autre information. Claude Pivi. C'est Claude Pivi. Alias Copla. Et celui qui est soupçonné être le patron des commandos, du commando qui a été enlevé, donc les fugitifs là, c'est son fils. Et depuis très longtemps, on le dit que son fils, on nous apprend, qui est radié de l'armée. Son fils qui a été radié dans l'armée, disait qu'il va aller extirper son père de la prison. Et comment peut-être ils se sont convaincus qu'il faut y partir. Tout part du début, on leur a nourri d'espoir que peut-être ça peut être un semblant de procès. Et cela a été dit depuis très longtemps. Donc, ils ont trouvé d'abord le fait de s'être constitué logiquement, et ils pensaient qu'on allait les ressortir, les mettre à l'abri dans les conditions de détention décentes. Cela n'a pas été fait. À l'allure du procès, ils se sont convaincus également que ce qui leur a été tout casser, certainement, que d'aller jusqu'à terre. C'est pas ce qui est en train de se passer. D'accord. Et donc, on va donner la chance à Boubacar Sansoubari aussi. Avant la pause, oui. Allez-y, Sansoubari, oui. C'est un élément important. Allez-y, on va écouter Sansou, oui. Alors, comme ils l'ont dit, tout au début, c'était difficile de contester la thèse de l'évasion. C'était difficile de se dire que les Dadis et consorts n'étaient pas... eux-mêmes n'adhéraient pas à la dynamique, eux qu'ils n'étaient pas associés à la préparation de tout ça. Mais après, sur la base de la description du déroulé, du témoignage de certains, on n'exclut pas totalement la thèse selon laquelle au moins certains d'entre eux ont été envoyés contre leur volonté. C'est le cas de Tebro, il l'a dit tout à l'heure. Il y a un témoin qui a dit que quand il était dans le pick-up, il a menacé de descendre. Et c'est quelqu'un de l'intérieur du pick-up qui a dit « Mon colonel, ne descendez pas ». Et ça sous-entendait une espèce de menace. Et même de l'intérieur de la prison, on dit qu'on a entendu, je ne sais pas qui d'entre eux, dire que attendez alors que nous en parlions, je m'adresse aux régisseurs. Parce qu'il y en a qui disent que peut-être que les gens ont pensé que c'est plutôt les autorités ici, des militaires qui sont venus les prendre et que dans le craignant, ne sachant pas où ils... Si c'est un enlèvement, les échanges peuvent être aussi houleux. Parce que c'est vraiment courtois ça. Je veux descendre. Non, ne descendez pas. Non, ça ne peut pas être aussi courtois. Non, attention, c'est possible. Attention. Le langage militaire, quel que soit, ça dépend du positionnement. Mais quand c'est ça dépend. Condé, allez-y, attention. Non, mais ce qu'ils disent a du sens. Allez-y. Je respecte l'opinion de chacun, mais je dis, ce message-là peut être suffisamment menaçant pour Tebro. C'est une question. Non, je dis, dire ne descendez pas, ça peut être suffisamment dissuasif pour Tebro. Et dans ce cas, peut-être le mot est fort. Peut-être le mot est fort, mais on va dire ils sont montés contre leur gré. Voilà. Peut-être ça c'est un peu contre leur gré, voilà. Manifestement. Ouais, d'accord. L'autre chose que je voudrais, c'est, vous pensez que c'est ça? Manifestement. D'accord. Allez-y. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Voilà. C'est clair là. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est la thèse d'un projet qui allait au-delà de l'attaque de la maison centrale. Ça, je le tire essentiellement de certains éléments glissés, distillés dans la communication qui a été faite. Et la dernière communication à laquelle je fais appel, c'est la communication du Premier ministre, relayée hier à la télévision nationale,
quand il est allé présenter la délégation qu'il conduisait, est allé présenter les condoléances dans la famille d'une des victimes, notamment l'infirmier qui a été tué dans l'ambulance. Docteur Alassane Keita. Voilà. Quand il sortait de là, il a dit, en se confiant à la presse, il a dit, Dieu merci. Le chaos que les gens devraient provoquer à la suite de cet événement a été stoppé. Ouais. Honnêtement, je n'imagine pas que l'attaque de la maison centrale en soi était ce chaos auquel plutôt le Premier ministre faisait allusion. Et l'autre chose, le chef d'état-major général des armées, dans le premier communiqué dont il parlait tout à l'heure, a dit notamment, il y a d'autres éléments, mais il a dit que cette lâche attaque avait pour objectif de remettre en cause les réformes, les efforts de réforme du président de la transition dans le cadre de la refondation. Et en guise de conclusion, il dit aucune tentative de déstabilisation ne remettra en cause la refondation. Alors, si vous mettez tous ces éléments-là ensemble, vous vous dites qu'il ressort de la communication des autorités, même si on ne l'a pas encore assumé, que probablement, au-delà de ce qui s'est passé à la maison centrale, il y avait d'autres velléités autour de cette attaque. D'autres velléités autour de cette attaque. 2 minutes nous séparent de la pause. Oui, Marwan veut reprendre la parole. Et très rapidement, avant la pause. Moi, je crois à une simple diversion, à un cinéma mal monté et au rôle mal attribué. Une mise en scène. C'est une mise en scène. Vous savez, quand on se fie du récit qu'a fait le témoin oculaire, on sent que c'est quelque chose qui a été préparé. On peut partir et spéculer sur les faits, en attendant qu'il y ait une version officielle qui va réconforter soit nos positions ou démentir nos différentes opinions. Mais ce qui est évident, on part du postulat simple, comme quoi, aujourd'hui, quand l'attaque s'est perpétrée, d'abord, brusquement, on a désigné un coupable. On savait déjà qui a opéré. C'est le fils de Pivi. Il était à la tête d'un commando. C'est rapide. Sans enquête, sans information, l'État se réveille au lendemain. Bon, quelques minutes après l'attaque, non, on désigne le coupable. Et le premier responsable. Mais en même temps, s'ils sont introduits dans la maison centrale, peut-être il est possible que quelqu'un le connaissant l'ait reconnu. Oui, mais surtout qu'il avait brandi des menaces aussi. Il est rentré dans l'enceinte de la maison centrale. Sa menace est constante. Il avait brandi des menaces, il avait dit ça. Voilà. D'accord. Il va continuer. Je dis, c'est une mise en scène. Donc, quand on se fie du récit qui a été fait, personne ne peut dire qu'il a vu ou qu'il a aperçu le fils de Pivi à la maison centrale. Tous les témoignages qui ont été faits, on dit que c'est un commando non identifié. Ouais. Mais la précipitation et les actes de l'État qui ont suivi donnent vraisemblablement à un scénario qui a été monté de toutes pièces. Vous savez, c'est aussi simple. Quand il y a eu l'agression en 1970, vous avez vu la répression qui a suivi. Et c'est ce qui a amené l'opinion d'alors à croire que c'était un simple montage parce que c'était la prison qui avait été attaquée. On dit non, c'est des Portugais qui étaient venus libérer parce qu'il y avait certains Portugais à l'intérieur du pays et on a suivi au lendemain. Au lieu que la répression ne vise les Portugais, c'était des Guinéens qu'on a accusés de 5e colon qui étaient ceci, qui a été cela. Mais aujourd'hui, après cette attaque, on se rend compte de quoi? Il y a des familles de quelques militaires gênants au sein de l'armée. Aujourd'hui, on les radie sans aucune enquête. Aujourd'hui, on parle de la radiation de Keboro, de Pivi, de colonel. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite. Leur version devrait compter. Leur version devrait compter. Je suis d'accord. Mais on n'a pas attendu la fin de l'enquête. C'est la pause. On se reprendra tout à l'heure, chers auditeurs et téléspectateurs. Place à présent au